toi, Sean? Bon, ben, c'est parti. Rudy, bienvenue sur le podcast. Comment tu vas? Eh ben, écoute, Sean, ça va toujours et toi? Ça va bien. Ça fait un petit moment. Attends, on va organiser tout ça. Ça va. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu et puis qu'on n'a pas fait de podcast parce qu'on en a fait plusieurs jusqu'à maintenant. Ben, bien sûr, et quand je t'ai vu, j'ai trouvé que tu avais maigri. Ben, t'as bien raison. J'ai perdu peut-être 3 kilos depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Est-ce que c'était voulu? Oui, oui, c'était. Alors, voulu, oui, et en même temps, c'est venu de manière assez simple au travers de tous les entraînements que j'ai fait récemment. Donc le fait de m'entraîner beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus régulièrement, ça a fait que j'ai réussi à perdre 2-3 kilos par-ci Et par-là. est-ce que tu le sens sur tes séances, que tu es plus léger, d'un point de vue cardiovasculaire, par exemple? Alors pas sur le vélo parce que je suis en statique. Peut-être si j'étais dehors, je le sentirais un peu plus. Mais vu que je fais tout sur le bike erg à l'heure actuelle, j'ai pas vraiment de différence de ressenti. Non. Et est-ce que tu as un objectif sur le bike erg? Putain, tu vas vraiment me pousser sur le bike. Ben, je veux tout savoir. Ouais, alors ouais, mon objectif sur le bike, c'est d'être le plus fit possible. Euh, voilà, c'est tout. J'ai pas encore vraiment fixé d'objectif à proprement parler sur le bike, mais je pense que si je peux me donner la meilleure base possible pour ensuite, quand je passe plus de temps sur le rameur, pouvoir aller chercher déjà pouvoir tolérer une charge d'entraînement conséquente. Donc, je te dirais, mon premier objectif, c'est d'avoir un premier seuil qui va être, je pense, déjà, si je peux le monter à 200 watts, je serais content. Là, alors avant, j'étais à 160, 170. Là, je suis redescendu avec le Covid aux alentours j'étais redescendu à 140, je crois. Ah ouais, t'as pris une claque. Ah oui, j'ai pris une grosse claque avec ça, ouais. Et après, là, je suis de nouveau, si je me trompe pas, entre 150 et 160. Donc, ça Ah ouais. regrimpe gentiment. Donc, je pense que ouais, j'aimerais bien d'ici l'année prochaine pouvoir avoir un bon premier seuil à 200 watts, bien solide. Et un deuxième seuil, ben là, j'étais à 250, 260. J'étais retombé à du coup, je pense, 30, 40. Et ben, si on arrive à pousser ça au-dessus de 300, je pense que ce serait pas mal. Et est-ce que tu as pu voir, je sais pas, dans la littérature, dans les trucs que tu regardes, les questions que tu poses aux gens, qu'après le Covid, tu pouvais revenir à ton niveau? Tu avais pas de perte, entre guillemets? Ouais, alors tu peux revenir. Après, le plus d'infos que j'ai eu de ce côté-là, c'était un gars qui s'appelle Yiri Dostal, qui est médecin et responsable de toute la partie sport et santé. Je crois que c'est en République tchèque, si je ne me trompe pas, dans leur université là-bas ou leur centre olympique, pardon. Et ce qu'il m'a dit par rapport à tout ce qu'il a pu voir, justement, parce que des athlètes qui ont eu le Covid ou qui avaient le Covid et qui en souffrent, il en voit pas tous les jours, mais beaucoup. Et lui, ce qu'il disait, c'est que déjà, tu as une atteinte au niveau justement des mitochondries, donc de tout le système aérobie, qui est assez prononcée. Et donc ça va prendre du temps à revenir. Et c'est pas pareil pour tout le monde. Donc voilà, pour certains, c'est prendre son mal en patience. Pour d'autres, ça revient assez vite. Il semblerait que la meilleure marche à suivre post-Covid, ce soit en gros, de déjà pas pousser l'intensité tant que ta relation puissance-fréquence cardiaque n'est pas revenue à la normale. C'est-à-dire que avant, je faisais confortablement 140 watts à 110 BPM. Et là, 2-3 semaines post-Covid, j'étais à 100. J'étais à quoi? J'étais à 110 watts et j'étais à 120 BPM. OK, putain. Tu vois, donc c'était vraiment pas pareil. Là, ça revient gentiment à ce que c'était avant. Je ne suis pas encore exactement, mais on voit que le travail paye. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit même ma basse intensité, qui était déjà assez basse avant, à 140, qui était assez loin de mon seuil. Je l'ai déjà réduite, je l'ai réduite encore plus. Là, au début, j'ai commencé à faire du 100 watts, du 110 watts, gentiment du 120. Et là, avec les tests que j'ai fait récemment qui m'ont montré que j'ai bien progressé, je vais pouvoir monter ça à 130, 140, mais toujours en gardant comment dire ça, de sûreté, si on veut, par rapport à ce premier seuil, de jamais vraiment aller trop près, de rester assez loin. Alors qu'est-ce que tu fais pour pas, t'ennuyer, en étant si bas? Est-ce que Bon, tu regardes une série? Est-ce que tu regardes, tu un podcast? j'adore Comment les tu fais? podcasts avec toi parce que là, c'est toi qui me poses des Mais questions, moi j'ai mais plein de c'est questions à te bien, poser. ça change, c'est cool. Ouais, alors honnêtement, c'est mon moment préféré pour aller sur TikTok. C'est vrai? Et ouais, ouais.
Ou alors, ouais, écouter un podcast, regarder une vidéo, répondre aux commentaires sur YouTube. Ça, je trouve que c'est un bon moment pour le faire aussi. Tu réponds sur le téléphone alors? Ouais, je réponds sur le téléphone et j'ai développé ma dextérité à écrire à une main parce que tu es en soutien sur le guidon. Mais ouais, je partage mon temps entre soit des fois, ça dépend parce que je fais assez souvent mon vélo tôt le matin. Donc, c'est pas nécessairement le meilleur moment pour poster sur les réseaux. Mais c'est répondre à 2-3 emails, répondre aux commentaires sur YouTube. J'aime bien essayer de faire ça à ce moment-là. Tout à l'heure, tu parlais de tes objectifs en termes de watts sur le seuil 1. Ouais. Est-ce que c'est ça qui va conditionner ta reprise au rameur? Parce que moi, je t'ai connu, tu étais rameur, tu avais mal au dos et donc c'était l'objectif. Ouais. Et là, je vois que ça fait un moment que tu traînes sur le bike. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu attends? Ouais, qu'est-ce que j'attends? J'attends d'avoir plus de place dans ma tête pour me dédier vraiment sérieusement à l'entraînement. Parce que, alors là, je m'entraîne pas mal. Je m'entraîne, on va dire, je sais pas, 5-6 heures par. Sur le vélo, je passe 5 à 6 heures par semaine. Et après, je fais du renfort à côté aussi, gainage, renfort, etc. À hauteur de, je sais pas, je dirais, en tout cas 3 fois par semaine, c'est sûr. Mais c'est vraiment dans une optique de maintien et vraiment maintien de la forme parce que je sais que j'ai énormément de travail et que je ne peux pas tout faire en même temps. Et si je me lance à fond dans mes entraînements et qu'en plus j'essaie de continuer à développer mon entreprise, il y a un truc qui va lâcher. Et là, à l'heure actuelle, je ne veux rien lâcher parce que les choses vont bien. Donc, si tu veux, je mets l'accent sur le fait de rester en forme et de continuer à me développer même de ce côté-là, mais sans que ça me prenne complètement la tête. Parce que je sais que dès le moment où je me relance avec des objectifs compétitifs, c'est tout ou rien. Et là, pour l'instant, le tout, c'est le job. Parce que ça tourne bien, parce que je suis en route pour pour atteindre mes objectifs de ce côté-là. Et donc, j'essaye d'être, avec mon âge avancé, non, j'essaye juste d'être un petit peu plus raisonnable que ce que j'aurais pu être quand j'étais plus jeune. Et donc, de ce côté-là, je ne veux pas tout faire en même temps. Et je sais que dès le moment où je me pose sur un rameur, ça va être sérieux. Et j'y suis pas encore. Je suis pas encore. Tu n'arriverais pas à reprendre tranquillement, justement en faisant que de la zone 2 Oui, mais il y a aussi le fait que le rameur, c'est beaucoup plus impliqué comme modalité, que c'est un peu comme le kayak à ce niveau-là, hein, c'est que tu ne peux pas vraiment faire quoi que ce soit d'autre en même temps. Alors, tu peux peut-être écouter un podcast, mais même, tu vois, il y a l'aspect technique qui est extrêmement important. Ça, c'est un truc et je sais que chaque coup que tu mets doit être un bon coup si tu veux que ça ait un impact positif sur tes performances à long terme. Tu ne peux pas juste t'asseoir sur un rameur et faire n'importe quoi. Et donc, de ce côté-là aussi, encore une fois, c'est de l'énergie mentale, même si on veut, que pour l'instant, je n'ai pas à dépenser de ce côté-là. Et donc, je reste plutôt sur une modalité extrêmement simple comme le bike, qui en plus, je sens, me fait énormément de bien. Même au niveau structurel, c'est clair que la position sur le rameur, il y a des contraintes mécaniques quand même qui sont plus importantes sur la chaîne postérieure, chose que je dois continuer à développer et que je veux faire de manière très, très sérieuse une fois que j'ai des objectifs rameur ou que je me remets sur le rameur, parce que les objectifs, je les ai, mais ce n'est pas le moment de les attaquer. Donc, ouais, j'essaie vraiment simplement de prendre mon temps. Je ne suis pas pressé, j'ai le temps. Et même si voilà, l'âge commence à nous rattraper un petit peu, bon, on n'est pas si vieux que ça, mais on n'a pas 20 ans non plus. On n'a plus 20 ans non plus. Je pense qu'il y a encore plein de belles choses à faire dans les années qui viennent. Il y a les catégories master qui s'ouvriront à moi en rameur. Donc, voilà, il y a toujours des choses à faire. Tu es déjà master, hein? C'est à partir de 30. C'est vrai? Moi, j'étais master quand j'ai fait les compètes de rameur. Ok, alors c'est possible. Je me rappelais que c'était 35 quand j'étais au championnat roman, mais peut-être qu'ils ont différentes KT selon où tu es. Ouais, mais moi, j'avais Ou fait alors c'est les tout championnats 30. quand c'était à Paris en 2020. D'accord. Donc, c'était championnat du monde. Et c'était jusqu'à 30, donc tu étais open, Mhm. senior. Et 30-40, après, tu étais master, quoi. Et après, 40, 50, tu étais master 2, etc., quoi. D'accord. Ouais. Donc, tu étais dans les vieux, quoi. Bon, alors c'est bien. C'est bien. Ça veut dire que je peux attaquer quand je veux et je serai déjà dans les vieux. C'est bon à savoir. Ouais, mais c'est vraiment. Et j'apprécie ton insistance
parce que je sais qu'à un moment donné, je vais juste devoir le faire. Mais ben là, par exemple, je me suis donné jusqu'à l'année prochaine pour atteindre certains Tu veux nous donner une date? euh, Est-ce que tu veux t'engager auprès des auditeurs? ouais, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Mon objectif, c'est que d'ici, vu comment se passent les choses, ça devrait arriver avant. Mais l'objectif que je m'étais fixé au milieu de l'année, là, c'était que la fin de l'année prochaine, fin 2023, je sois complètement géo-indépendant avec mon travail. C'est-à-dire que via, que ce soit les formations en ligne, les séminaires, le testing, que j'ai beaucoup plus de flexibilité au niveau de où je dois être quand et que j'ai 100% que ce soit moi qui choisisse exactement quand je vais être et où et pourquoi. Et également, couplé à ça, le fait de me mettre de côté 2 heures par jour pour m'entraîner. Et ben, dans cette optique de performance, encore une fois, dans laquelle je ne suis pas à l'heure actuelle. Enfin, oui, comme je l'ai dit avant, des objectifs qui sont d'ordre de la performance, mais je dirais que c'est peut-être même plus des objectifs au niveau développement physiologique qui vont me permettre ensuite de mieux atteindre des objectifs de perf. Mais l'objectif de perf en lui-même, à l'heure actuelle, je sais que je n'ai pas assez de place pour m'y dédier à 100%. Donc, quand je fais une séance qui est difficile, c'est une par semaine, une toutes les 2 semaines, juste pour aller envoyer un petit peu et voir si je peux encore pousser. C'est toujours le cas, donc ça va. Mais je sais que dès le moment où je vais me mettre un objectif de watts, etc., euh, ça va me prendre beaucoup plus de place dans la tête. Et encore une fois, j'ai juste pas le temps à l'heure actuelle de mettre tout ça là-dedans, quoi. Donc fin 2023. Fin 2023, Sean, il sera sur un rameur plusieurs fois par semaine. Et ça, c'est un truc qui m'intéresse je serais très intéressé de voir encore. Alors, je sais qu'il y a toute la partie haut du corps, bien sûr, chaîne post qui n'est pas vraiment adressée sur le vélo, mais c'est de voir justement le transfert qu'aura le travail que je fais sur le vélo maintenant, sur mes entraînements rameurs, que ce soit ma tolérance de charge, mon endurance, etc. J'ai hâte de voir ce que ça peut faire. Bah, je pense que ça fera du bien parce que pareil, quand j'avais fait donc les compètes de rameur en 2020, il y avait une séance par semaine que je faisais sur le bike erg et je l'avais acheté exprès justement. Donc, je faisais 2 séances de rameur et une séance bike erg en plus de toute la muscu, quoi. Et je voyais que ça me faisait vraiment du bien, quoi. Je sentais que j'arrivais à mieux pousser, j'étais plus fort, quoi, grâce à cette séance-là. Donc je suis assez convaincu que ça va te faire du bien. Ouais, puis c'est un peu le créneau dans lequel je me trouve maintenant avec tout le travail que je fais au niveau des tests et du suivi d'athlètes. C'est beaucoup sur l'aspect de conditionnement général. Et je pense je ne sais pas ce que tu en penses, mais ma perspective à l'heure actuelle, c'est qu'on l'a un peu oublié, cet aspect général. C'est que tout le monde est dans l'ultra spécifique. Et alors, moi, je suis crossfitter, je fais que des watts de crossfit et je fais que du rameur parce que dans les watts, il n'y a pas vraiment de bike, il y a plus de rameurs, donc je ne fais pas de bike. Ah ouais, moi je suis combattant de boxe, de MMA ou autre, donc je fais tout sur un sac ou en sparring. Il faut tout que ce soit ultra spécifique. Mais au final, le développement général qui aurait dû être fait avant d'arriver sur une spécialisation ou qui aurait dû être fait plus loin des compétitions, etc., il n'a pas vraiment lieu en fait. Je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais c'est un constat que je fais et il y a un énorme potentiel de développement pour la majorité des gens et des athlètes sur cet aspect général qui est complètement délaissé. En France, nous, on parle de PPG, préparation Voilà, physique c'est ça, générale. c'est ça. Et c'est vrai que, comme tu le dis, bah, c'est quelque chose. Bah, là, tu parles de CrossFit. C'est vrai que pendant longtemps, le CrossFit, c'était des watts, des watts, des watts. Et donc maintenant, bah, on voit que les meilleurs compartimentent beaucoup. Mais oui, c'est sûr que c'est négligé. Tout ce travail. Mais en même temps, je le comprends, ce truc-là, quand tu aimes tellement une activité, tu as Ouais, envie ouais, de faire que bien ça. sûr. Tu vois, si tu adores le bike ou tu adores le rameur ou moi le kayak, mais tu as envie de faire que ça. Si on dit, bah tiens, il faut que tu ailles courir, il faut que tu ailles faire du vélo. Et en ce moment, moi, j'écoute beaucoup de podcasts de RMC Running. Ok, ouais, Donc, bah, les gars, ils expliquent leur entraînement. Et donc, c'est des gars qui font jusqu'à 200 km par semaine, hein. C'est des gars qui font le ouais, marathon, tout ça. ouais. Et ils parlent souvent d'entraînement croisé, en fait. Ils parlent souvent qu'ils vont faire du vélo ouais, ou ils vont faire d'autres trucs, en fait, parce que rien que pour réduire l'impact, entre guillemets, Mhm, traumatisant mhm, de mhm. l'activité en question. C'est ça, ouais. Parce que si tu fais toujours la même chose, il y a ce truc-là, tu dis on est plutôt jeune, mais on le sent, on en reparlera peut-être un peu après. C'est que tu vois bien que si tu fais que du rameur, et justement, je relisais un papier sur l'entraînement au rameur, sur l'entraînement en France, qui était très codifié par, je ne sais plus comment il s'appelle, un entraîneur allemand, Mund, ça te parle? Non.
Et bah, il avait tout codifié l'entraînement en France. Et c'est pour ça Ouais. que les Français en aviron ont des sacrés résultats. Et donc, dedans, il parle dans les facteurs de performance de l'hyperflexibilité lombaire. Ouais. Et donc, bon, je sais qu'il y a une grosse discussion là-dessus depuis un petit moment sur les réseaux, mais bon, ça fait longtemps que je l'ai vu passer, hein. Et c'est vrai que là, j'ai vu un peu les championnats du monde. Tu avais les championnats du monde qui passaient sur l'équipe. Et tu vois, effectivement, tu en as certains, ils sont penchés en avant, dos rond et tout. Et tu sais très bien, je pense que là, il n'y a pas trop de débat, que si tu fais ça tous les jours pendant des heures et des heures, voilà, il y a un moment, c'est très bien que ça ne va pas tenir, quoi. Rien que par l'usure. Donc, ouais, je m'intéresse de plus en plus justement à cet entraînement croisé, comme tu dis, la préparation physique générale, qui est le fondement de tout, hein. C'était déjà expliqué il y a 20 ans par Michel Pradet, qui est un ponte de la préparation physique Ouais. en France. Ouais. Il en parlait déjà, même avant, je pense, dans le manuel d'entraînement de Weineck, ils en parlent. C'est pareil, en muscu classique. Donc là, je donne pas mal de cours en BPGEPS pour les futurs coachs. Et, euh, et donc, quand tu fais de la muscu, classiquement, tu veux prendre du muscle et donc tu fais toujours le même type d'effort. Tu sais, tu fais toujours ton effort en force endurance. Allez, je caricature un peu, mais du 10 répétitions. Et tu fais jamais le reste. Alors, des fois, tu fais un cycle force parce que tu tombes un peu dans le truc. Tu sais, l'hiver, je vais manger, je vais faire de la force. Mais tu ne fais jamais l'autre truc, l'endurance de force, qui est justement, qu'on pourrait apparenter à la zone 2 en cardio, qui est justement développer tes capillaires, tes mitochondries, tout ça, Mhm. qui va forcément te Mhm. servir. Mais ça, c'est jamais fait. Et donc, tu en arrives, je caricature encore un peu, mais ça arrive, hein, il y en a qui vont peut-être se reconnaître. Ah, quand tu te brosses les dents, tu as les épaules qui congestionnent, ou tu fais la vaisselle, tu sens que oh là, tu congestionnes à fond. C'est difficile. Non, mais ça arrive. Bah, nous, ça nous arrivait, hein. Tu montes un peu les épaules, tu dis ouais, je congestionne. Tu montes les escaliers, tu congestionnes. Parce qu'en fait, tu n'as développé qu'un un petit panel en fait, de tout ce qu'il est possible de développer. Et c'est en plus quelque chose, je pense, à terme, qui va te limiter. Alors, plus ou moins en fonction des individus, mais je crois de plus en plus que cette endurance de force, c'est quand même un des fondements. Bah, toi, tu parles de zone 2, moi, je parle d'endurance de force, donc des séries longues ou très peu de récup entre les séries. C'est quelque chose qui va vraiment aider pour la suite, ne serait-ce que pour améliorer ta récup, entre les séries, entre les séances. Ouais. Et ça, c'est jamais fait. Donc, mais en même temps, c'est un travail. Fois, je te questionnais un peu. Je disais, mais à 110 watts, tu ne te fais pas chier. Et les séries longues, les mecs de la muscu, en général, qui veulent vraiment du muscle, ils disent, ah, ça me fait chier, les séries longues, j'ai l'impression de brasser du vent, tout ça. La vérité, c'est que souvent, c'est très dur, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Donc, tu n'as pas trop envie d'en faire. Ouais, Mais ouais, et je ferai le parallèle, le parallèle que tu as fait, je fais le même, hein, entre, comme tu as dit, les séries longues et la zone 2. Pour un crossfitter, par exemple, je pense que les deux sont fondamentalement importantes parce que l'endurance de force, ces séries longues, tu as parlé du développement capillaire et après, j'aime bien toujours remettre dans le contexte cette idée de principe de recrutement, principe de taille de Henneman qui dit que eh ben, tu vas toujours recruter les unités motrices selon la force que tu dois produire. Et donc, tu fais de la zone 2, c'est clair que ça va plutôt être orienté fibre de type 1. Mais quand tu es sur des séances longues en endurance musculaire en avec des charges, eh ben, tu vas de toute façon aller chercher dans des fibres de type 2. Et ça, comme tu l'as dit, tout le développement capillaire, ça a un énorme impact sur ton endurance, sur ta tolérance de volume, sur ta récupération. Et au final, c'est ça qu'on veut, c'est pouvoir s'entraîner dur, beaucoup, pour pouvoir progresser. Et plus ta tolérance de volume, de charge est haute, et plus tu vas pouvoir le faire. C'est pas pour rien que maintenant les powerlifters, ils font tous de la muscu à côté, que les haltérophiles, ils en font beaucoup aussi. En tout cas, il y a pas mal de philosophies maintenant qui incluent ça de manière assez poussée. Et je pense vraiment que c'est des choses qui sont sous-cotées, sous-estimées. Et comme tu l'as dit, j'avais jamais pensé à ce niveau-là, mais les séances longues, c'est pas nécessairement chouette parce que les premières 20 reps, tu sens rien, quoi. ouais. Et voilà, il faut vraiment le vouloir. Mais ça, c'est un truc que je dirais, et c'est certainement le truc le plus dur au début avec la basse intensité, c'est que tu as vraiment l'impression de rien faire. Parce que tu devrais pouvoir, sur une zone 2, tenir une conversation avec quelqu'un. Disons que tu es au téléphone avec la personne ne devrait même pas savoir que tu es sur un vélo. Parce que tu arrives à simplement faire des grandes phrases et à leur parler. Alors, voilà, il ne faut pas faire que ça. La haute intensité, elle est tout aussi importante, mais il y a toujours l'idée de proportion d'entraînement, de distribution de l'intensité. Et c'est vrai que si on passait un peu plus de temps à faire ce travail un peu plus facile, je pense que ça nous ouvrira des portes quand on essaie d'aller plus fort. C'est frustrant, c'est pour ça que je te posais des questions, parce que c'est vrai que quand tu as l'impression de rien faire, entre guillemets, tu dis, ça sert à rien. Et moi, je vois beaucoup de personnes en muscu, pareil, pendant très longtemps, je ne sais pas si ça y a encore ce débat-là, mais c'était faut-il aller à l'échec à chaque série? Et donc, tout le monde allait à l'échec, c'était basique. Et à partir du moment où tu te rends compte, pour la majorité des gens de mon expérience, hein, qu'en n'allant pas à l'échec, en t'arrêtant un petit peu avant, genre une ou deux reps avant,
Et donc, en essayant de progresser à chaque séance, que tu progresses beaucoup plus vite. Tu es frustré au début parce que tu dis merde, j'ai beaucoup moins forcé, je suis beaucoup moins fatigué, et puis je progresse plus vite et tu as du mal à le concevoir en fait. C'est vraiment quelque chose de dur, de difficile. Et tu as dit un autre truc sur lequel je voulais rebondir, c'est que ce qu'on veut, c'est ce qui limite notre progression, entre guillemets, Rapproche un peu ton micro. ce qui limite notre progression, entre guillemets, c'est de ne pas pouvoir en faire plus Ouais. à haute intensité. C'est Et ça. ça, tu ne peux y arriver qu'en ayant la base, les fondements, la caisse, peu importe comment on appelle ça. Et si tu fais pas ça, en fait, tu es limité dans ta récup, tu es toujours limité. Et on disait, je me souviens pareil à mes débuts, on disait, qu'est-ce qui marche le mieux pour faire du muscle? Le faire le plus lourd possible, le plus long possible, le plus longtemps possible. Et en fait, tu n'y arrives pas, quoi. Parce que tu n'as pas de caisse, tu n'as rien. Donc, C'est pas pour rien. Et tu regardes aux deux extrêmes du spectre d'endurance et de force. Mais si tu regardes les haltérophiles, on sait que le tonnage annuel est hautement corrélé aux performances en compétition. En gros, plus tu lèves pendant l'année et plus tu as des chances de performer en compète. C'est pareil pour des biathlètes, mais de l'autre côté du spectre, c'est-à-dire que c'est le volume en dessous du premier seuil qui est hautement corrélé à leurs résultats en compétition. Donc au final, c'est une histoire de volume, que tu sois sur un sport qui dure une demi-seconde parce que tu fais un arraché, ou sur un sport extrêmement demandant au niveau de l'endurance fondamentale, tu es de toute façon sur une histoire de volume. Alors, ce n'est pas le même type de volume, mais c'est du volume. Et en gros, il faut prioriser si tu veux performer au plus haut niveau, ou en tout cas atteindre ton propre potentiel, il faut te donner les moyens de le faire, c'est-à-dire te permettre de t'entraîner le plus possible, d'en récupérer, parce que tout le monde peut se mettre dans le mur pendant 2 semaines et après se creuser une tombe. Mais voilà, pour réussir à tolérer des charges d'entraînement conséquentes chaque semaine pendant des mois, il faut avoir une caisse, comme tu dis. Il faut passer du temps à la travailler. Ce n'est pas toujours le travail le plus chouette. tout à l'heure, avant qu'on fasse le test, je te parlais justement, on parlait un peu des interférences. Et pendant longtemps, dans la préparation physique, on expliquait, entre guillemets, que la force était la qualité reine. Et donc, qu'on ne pouvait pas tout développer à la fois. C'est un peu ce qui a bouleversé le CrossFit. Hein. Moi, je te pose la question, même si je connais la réponse, mais il faut que tu développes un petit peu. Est-ce qu'on peut développer sa caisse et sa force en même temps? Ou est-ce qu'on est vraiment obligé de choisir? Je pense que c'est une bonne question et je pense qu'elle est applicable uniquement à un très, très haut niveau. Je pense qu'une fois que tu as maximisé les gains dans les deux, à un moment donné, si tu veux vraiment pousser plus loin, il va falloir choisir et il y aura des sacrifices à faire. Je le vois un peu comme le débat. Alors, ce n'est pas nécessairement un débat, mais c'est un des modèles qui m'intéresse en ce moment. C'est pour ceux qui sont centrés autour du lactate et des valeurs de lactatémie, de l'équilibre du lactate, de la production, du recyclage, etc. Et qui parlent de cette opposition, en fait, qui, à mon avis, de manière conceptuelle, est assez juste et permet de se représenter les choses de manière assez concrète. C'est que tu as le système glycolytique d'un côté et tu as le système aérobie de l'autre. OK. Et donc, si tu mets ces deux systèmes en opposition, alors ils sont en parallèle et en opposition en même temps, tu peux développer les deux jusqu'à un certain degré en même temps, mais si tu es au plus haut niveau, par exemple pour des nageurs de niveau olympique qui ont déjà 15 ans d'entraînement derrière eux, eh ben, pour eux, tu ne vas pas nécessairement pouvoir en développer un sans perdre un petit peu de l'autre. Et après, voilà, c'est toujours selon ton profil, selon tes besoins, selon le moment de l'année, selon ta compétition. Mais à un moment donné, il va falloir vraiment jouer avec des petits pourcentages d'optimisation pour simplement atteindre ton pic de forme au bon moment et performer et faire la perte de ta vie. Ça, j'en suis convaincu. Mais pour atteindre ce niveau-là où tu dois commencer à te soucier de l'effet d'interférence d'une qualité physiologique sur l'autre, et je fais le parallèle avec la force et l'endurance, tu as un bout de chemin à faire. Et la plupart des gens ont des années devant eux de développement potentiel de ces deux qualités sans qu'il y ait d'interférence aucune. Alors oui, tu ne vas pas courir ton marathon et après aller faire une séance de force derrière et puis me dire, regarde Sean, il y a un effet d'interférence. Non, mais on est d'accord, il y a un effet d'interférence à ce niveau-là. Donc, dans l'organisation de ta semaine, tu vas être intelligent, un minimum sensé, et tu vas organiser les choses pour que tu fasses peut-être pas ta plus longue séance de vélo juste avant ta séance de force max. Peut-être que là, on est d'accord. Mais sinon, pour le reste, c'est juste une histoire de bon sens et on peut absolument développer nos qualités d'endurance et de force en même temps. Et de ce que j'ai vu dans tous les tests que j'ai pu faire ces 2 dernières années maintenant, c'est que tu as
les deux ne sont pas nécessairement liés. C'est-à-dire qu'il y a des gens que je teste qui sont très forts, mais métaboliquement et au niveau de leur endurance, qui sont vraiment qui ont le même profil qu'une personne qui est peut-être diabétique et qui est sédentaire. C'est ça. Et ça, c'est assez fascinant de se dire que tu peux être fit en termes de, tu as de la masse musculaire, tu peux être assez sec, etc. Mais au niveau cardiovasculaire et au niveau simplement métabolique, tu peux être voilà, la même chose qu'un sédentaire, quoi. Je rebondis là-dessus parce que c'est une question que je me posais aussi sur. Pareil, souvent, tu as déjà dû le lire. C'est que on dit que si tu veux trop travailler d'endurance, tu transformes tes fibres rapides en fibres lentes. Et donc, à terme, forcément, c'est néfaste quoi, si tu veux être fort ou rapide. Et donc, j'avais posé la question à un entraîneur de kayak, qui est justement entraîneur en sprint. Et je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ton expérience? Et il me dit, j'ai jamais vu sur le terrain. Il dit, je n'ai jamais vu. Il n'a pas dit d'interférence, mais ce problème-là, en fait, il n'avait jamais vu. Et c'est vrai que parfois, on essaye d'expliquer quelque chose théoriquement qui ne se produit pas dans la pratique. On essaye d'anticiper, de penser au pire qui va se produire, alors qu'en fait, il va se passer surtout des trucs positifs, quoi. C'est des trucs positifs. Ouais, ces études, c'est intéressant que tu dis ça. C'est pas la première fois qu'on me le demande. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'il faut que je creuse un peu plus parce que tu trouves des études justement qui te montreront que avec tel type de travail, tu as un changement de profil de fibre, même alors ça, on le sait parce que ça coule un peu de source si tu veux, dans le sens où une personne plus âgée qui ne va pas faire de renforcement musculaire, ces fibres de type 2, elles vont gentiment se transformer entre guillemets en fibres de type 1. Alors, c'est pas qu'elles se transforment, c'est que d'après ce que je comprends, et tu me corrigeras parce que tu en connais un rayon là-dessus, c'est que le nerf en fait qui va être connecté, ou l'axone, c'est ça, qui connecte le neurone et la fibre, cet axone va, si tu veux, c'est l'axone d'une unité motrice de type 1 qui va venir ensuite se rattacher à cette fibre et du coup la faire changer de profil du fait de la manière dont elle s'active. Est-ce que c'est correct? Oui, C'est ça? on dit que c'est l'influx que tu envoies, entre guillemets, Voilà, qui détermine le type de fibre, quoi. voilà, Donc, si tu envoies voilà. que de l'influx rapide, c'est des fibres rapides, je le simplifie. Ouais. Puis si tu envoies du plus lent, c'est lent, quoi. Hein. C'est ça, c'est que le profil de la fibre est avant tout déterminé par l'unité motrice à laquelle elle est rattachée, c'est ça? Exactement. Voilà. Donc, quelqu'un qui utilise jamais ces fibres de type 2X, va avoir ce changement potentiel. Mais d'après ce que je comprends, en tout cas, c'est un changement qui est réversible. Et après, il y a aussi, je pense qu'il y a une chose à mettre en avant, c'est le spectre humain en termes de distribution de type de fibre, il est phénoménal. La différence que tu peux avoir entre quelqu'un qui, je sais pas, qui a un profil d'endurance extrême, on va dire, avec une énorme proportion de fibres de type 1, et après un profil extrêmement explosif. Ce qui me vient à l'esprit, c'est par exemple, tu prends un profil d'un Kényan, par exemple, avec quelqu'un qui vient de cette région-là, qui sont en général très fins, très peu de masse musculaire, des profils d'endurance qui sont absolument incroyables. Et tu prends un profil, par exemple, jamaïcain, avec beaucoup de masse musculaire, avec très, très explosif, très, très rapide. Et tu retrouves en général ces populations d'un côté les événements d'endurance, de l'autre des événements extrêmement explosifs, que ce soit des sauts ou que ce soit des sprints. Et donc, il y a une prédisposition génétique qui est considérable aussi. Ça, c'est, si je ne me trompe pas, c'est un truc que l'Australie avait fait il y a plusieurs années, peut-être même 20 ans, 15-20 ans en arrière. C'est que pour essayer d'avoir plus de médailles, en gros, ils avaient redistribué un peu leurs athlètes selon leur profil génétique. C'est-à-dire qu'ils testaient un peu tout le monde avec des tests qui n'étaient pas nécessairement conventionnels, mais pour dire, voilà, toi, d'après ton anthropométrie, d'après ton type de fibre, dans quel sport tu as le plus haut potentiel, et rediriger ces athlètes vers le bon sport, entre guillemets, ou le sport qui leur permettra d'atteindre leur plus haut potentiel. Et je trouve super intéressant comme idée. Alors après, tu as toujours le contre-argument. Ouais, mais les gens, ils doivent pouvoir choisir ce qu'ils veulent faire, etc. Oui, mais en même temps, tu es fait d'une certaine manière. Moi, avec mes leviers, je ne suis pas fait pour faire du powerlifting, par exemple. Par contre, pour courir, certainement, plus en tout cas que pour lever des énormes charges en squat. Donc, pourquoi pas, si moi, je veux atteindre mon pic de potentiel,
me diriger vers des disciplines sportives qui me conviennent, entre guillemets. Je sais pas ce que tu en penses. Bien sûr, et je me souviens, c'était pour Ciné 2000, c'était pour les C'est Jeux. ça, hein, ouais, C'était voilà. pour les Jeux et notamment avec les aborigènes. D'accord. Ils avaient fait plein de tests pour voir qui allait performer dans quoi. Mais c'est sûr, en plus, il y a ce facteur un peu d'épanouissement. C'est que moi, aujourd'hui, la musculation, c'est devenu vraiment une mode. Il y a des salles partout, ça pullule. Et donc, tu as plein de gens maintenant qui vont à la salle, en tout cas, et puis qui prennent du muscle, mais tu vois qu'ils ne sont pas vraiment faits pour. Tu vois, je le vois. Donc là, on a fait un cours ce matin justement sur l'analyse morpho-anatomique Ouais. pour mes élèves en BPGEPS. Et donc, je leur montre des photos, des trucs. Et puis, ils disent, ouais, mais attends, lui, ils comprennent. Ils disent, putain, mais il n'est pas fait pour la muscu, le gars. Bah, je dis, ouais, lui, il est fait pour courir, ou elle est fait pour courir. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'après, bah, ces gens-là sont un peu frustrés parce que si tu fais quelque chose dans lequel tu fais beaucoup d'efforts, et puis en fait, il ne se passe pas grand-chose, et qu'à côté, bah, tu en as qui sont faits pour, et puis qui progressent à fond, ça te frustre. Même s'il ne faut pas être dans la comparaison, tu es quand même énervé. Et c'est pour ça, moi, je suis assez sur ce truc-là de fais ce pourquoi tu es doué, même s'il faut travailler entre guillemets, peut-être tes points faibles, mais de manière générale, là, on parlait par exemple de zone 2, d'endurance de force, tout ça. Mais tu vas beaucoup plus t'épanouir et être heureux à faire des choses dans lesquelles tu as du potentiel et tu progresses. Et comme dit mon grand-père, de toute façon, tout le monde a une activité dans laquelle il va être bon ou il faut juste la trouver. Et là, la muscu, comme c'est devenu une mode, bah, tu en as plein qui en font, mais ils ne devraient pas faire de muscu. Tu vois, il devrait peut-être plus se faire des étirements, un peu de cardio. Et après, peut-être d'autres activités physiques. Hein. Mais voilà, il y a plein de choses qui sont faites, encore une fois, trop rapidement, sans les bases derrière. Et donc, bah, ça ne mène pas bien. Mais moi, j'aime bien cette histoire de détection parce que tu vois, en kayak, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois peut-être, dans les bouquins d'entraîneurs, ils expliquent, hein, ils disent que les champions olympiques, en moyenne, ils ont une envergure 13 centimètres plus grande que leur taille. Voilà, bah voilà, c'est ça, c'est 13 centimètres. Donc, si tu as ton envergure, c'est ta taille, bon, bah, tu seras jamais champion, quoi. Ou pareil, si tu es quelqu'un qui fait 1,60 m, bah, c'est pas pour toi, comme le basket. Alors on dit, oui, mais Ouais. tout le monde devrait pouvoir choisir. Bah, tu peux jouer, hein. Tu peux. Ouais, Mais bon, si tu fais 1,60 m, il y a peu de chances que tu dunks. Et c'est donc, ça. ça va être frustrant. Toute ta vie, tu vas t'entraîner pour dunker, et puis tu peux pas. Par contre, peut-être que si tu fais du 60 mètres, du sprint, toi, j'ai une connerie, peut-être que ça va être mieux. De l'haltérophilie, je dis, ah putain, bah, ça va beaucoup mieux. Donc, non, mais j'aime bien cette histoire de détection. Et quand je vois les gens maintenant, bah, je vois tout de suite pourquoi ils sont faits, pourquoi ils ne sont pas faits. Mais après, voilà, il y a le libre arbitre. Et si tu ne veux pas devenir champion, je pense que ce n'est pas très important, si c'est juste pour toi. Mais il faut que tu sois conscient bah, de ton, pas ton potentiel, mais voilà, comment tu es fait et ce que ça va déterminer. C'est sûr que voilà, si tu as des bras, tu fais 1,80 m et tu fais 1,60 m d'envergure, bon, c'est compliqué hein, de faire de l'aviron. Ou, Ouais. tu vois, pareil, l'aviron, là, je relisais les papiers de c'est Mound. Et il disait, voilà, je ne sais plus combien d'envergure, mais pareil, il faut une envergure monstrueuse. Mhm. Plus tu es grand, plus tu es long, mieux c'est. Hein. Donc, Ouais, c'est une histoire de levier, quoi. je me souviens quand on faisait les tournois super physiques, avec le club super physique, donc il y avait le rameur, et t'en as, ils étaient assez forts en muscu, tu vois, et puis ils se mettent sur le rameur, putain, mais c'était mauvais. Et pourtant, tu voyais, ils forçaient, ils pouvaient s'entraîner. Bah, ça allait pas. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai fait du rameur, bah, j'en avais jamais fait de ma vie, j'avais fait des conneries vite fait. Je sais plus, j'avais dû faire une 22 ou une 23 au 500 et j'en avais jamais fait. Ouais. Et là, après, j'avais regardé les résultats sur le net et j'ai dit putain, mais je suis super fort en fait. Mais j'en avais jamais fait et j'avais pas fait de cardio depuis peut-être 10 ans ou je sais pas. Putain, j'étais très très loin de m'entraîner et donc je me dis bah putain, mais en fait, tu fais pour, mais je le savais pas. Ouais. Tu t'aurais, si tu avais eu connaissance de tout ça plus tôt, tu te serais réorienté plus tôt, Ah, tu bien penses? sûr, bien Ah sûr. ouais? Ouais. Bah, bien sûr. Si j'avais su que, tu vois, le rameur, moi, c'est un effort, que j'aime bien le mouvement. Là, le kayak, pareil, je sens que c'est un mouvement qui me va bien. Ah, c'est sûr, il y a plein de trucs que j'aurais pas fait. Je me serais peut-être pas acharné autant sur la muscu. Alors après, ça m'a amené à faire plein de trucs et c'est super. Hein. Mais j'ai forcé ma nature en muscu. Moi, je suis longiligne, j'ai longs bras, des longues jambes. Tous les mouvements sont démultipliés, quoi. Les Ouais. leviers sont pas bons. Ouais. Donc tu forces la nature. Donc alors que tu as des trucs qui sont beaucoup plus faits pour toi. Ah, c'est sûr, hein, là, comme je dis souvent, si j'avais su que j'aurais découvert le kayak avant, ah, c'est sûr que j'en aurais fait bien avant, j'en aurais fait il y a 20 ans. Et ça n'aurait pas été les mêmes résultats. Là, je vois bien, et tu vois, bah, ça me permet de lancer l'autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est qu'on a refait les tests. Mhm. Donc, sur l'ergo, ça fait 1 an. Et donc, bah, j'avais changé un peu ma façon de m'entraîner en étant un peu plus polarisé. Et en même temps, moi, je me posais la question, vu que j'ai 35 ans, je me disais, voilà, est-ce que je peux gagner encore de la VO2? Est-ce que je peux gagner en capacité respiratoire? Est-ce que je peux encore progresser? Donc, en force, je voyais bien qu'après 20 ans de muscu, bah, je suis à peu près au bout, hein, sauf si
voilà, sauf si je m'y mets à 100% et que je suis professionnel, mais j'ai pas trop cette envie-là. Je me dis: «Voilà, est-ce que tu vas progresser?» Et donc, ceux qui ont de l'expérience, un peu dans les sports d'aérobie, me disaient, «Ah normalement, ça va être compliqué, tu es plus sur la pente descendante, quoi. Donc tu vas plus progresser techniquement». Et donc moi, je suis toujours un peu optimiste. Je me dis: «Non, non, non, c'est pas possible, tu sais, on se dit toujours: "C'est pour les autres"». C'est toujours: «C'est pour les autres». Et donc là, on a refait les tests et malheureusement, ça confirme un peu le truc, c'est que mes capacités, physiques, alors respiratoire, je pense que je peux gagner parce qu'il y a tous ces efforts de coordination dont on a parlé. Mais d'un point de vue de la VO2, je suis fourré en fait. Je suis à fond. Je suis à fond. L'année dernière, j'avais 42, là j'ai 43. Et donc, c'est sûr, j'avais commencé le kayak il y a 20 ans. Ma VO2, ce serait 60, 65, 70, tu vois, ce serait autre chose, quoi. Pareil, j'avais fait du rameur. Rameur, j'en ai fait une année parce que j'ai vu qu'il y avait les championnats du monde en France. Mais si j'avais commencé avant, pareil, je pense que. Alors que là, tu te bats, entre guillemets, tu t'entraînes à fond. Et je me suis beaucoup entraîné, comme je te disais, je me suis entraîné en kayak jusqu'à 9 fois par semaine, hein. Donc, plus la muscu, plus la mobilité, plus des fois du bike. Donc, vraiment, j'étais vraiment comme un fou, quoi, presque comme un pro, en bossant quand même à côté. Et finalement, je gagne un point, mais je suis plus léger. Donc, finalement, je suis pareil, quoi. Finalement, je suis pareil. Et donc, tu te dis, waouh, putain, tous ces efforts. Et ça me fait penser, ce matin, j'ai un gars en BPGEPS. Ça fait 7 ans qu'il fait de la muscu. Bon, ça fait à peu près 10 ans, mais 7 ans sérieusement. Puis le gars, je l'ai pris pour l'analyse morpho. Donc, je l'ai mis en short, torse nu, tout ça. Et le gars, super solide. 1,83, 96 kilos. Tu le vois, tu dis, putain, super. Et le gars, à la fin, il me dit, ouais, il me dit, donc en fait, son analyse, tout ça. Il me dit, tu penses que j'ai encore du potentiel et tout? Je dis, franchement, je pense que c'est presque à fond. Le mec est assez sec, il fait 160 au développé couché, il va faire pratiquement 200 au squat. Je dis, tu vas peut-être gagner un peu de force vu que tu n'as jamais trop fait ça, à tes risques et périls. Voilà. Parce que plus c'est lourd, plus il y a de risques, hein, de toute façon, et puis plus tu vas t'user. Mais je dis, musculairement, tu fais 45 de bras. Je dis, qu'est-ce que tu crois que tu vas faire? Tu vas faire 46. Et il dit, tu vas peut-être t'entraîner 2 ans pour faire ça. Et je dis, il ne faut pas que tu sortes, tout ça. Et il était un peu dépité. Il me dit, alors, comment on fait quand on ne progresse plus? Je lui dis, il faut que tu trouves d'autres activités. Je lui dis, c'est pas compliqué. Moi, c'est une des raisons pour laquelle j'avais fait une année de rameur parce que je voyais que je progressais. Après le kayak, j'ai vu que je progressais. Et là, je progresse toujours sur l'eau parce que techniquement, il y a encore plein de trucs à apprendre. Mais quand c'est que tes capacités, entre guillemets, physiques, comme en muscu, une fois que tu as la technique, musculairement te développer, quand tu es à fond, tu es à fond. On dit que c'est ce que je sors souvent aux élèves en ce moment. Je leur dis, le vieillissement, c'est à partir de 25 ans. Donc, je dis, bon, t'as quel âge? Je dis, bon, voilà, t'as commencé. Donc, et puis tu vas voir, tu vas peut-être t'entraîner à fond. Et c'est ça qui est difficile, c'est de se dire, je m'entraîne à fond. Et puis finalement, je ne fais que maintenir. Et j'avais beaucoup de copains en force athlétique et donc en powerlifting. Il y a des années, quand j'entraînais, il y a plus de 10 ans, tu vois, c'est 2012-2013, quelque chose comme ça. Et mes potes me disaient qu'ils avaient un très haut niveau, hein, qu'ils faisaient 250 au squat et plus. Ils me disaient, putain, je m'entraîne toute l'année pour pas perdre. Et donc, les mecs, ils ont arrêté depuis. Hein. Ils s'entraînent plus cool, tout ça. Et ils ont construit une autre vie, une vie de famille, une vie professionnelle. Bref, ils se sont un peu écartés de tout ça. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant de se dire, oh putain, je me suis entraîné comme un veau. Et ok, tu bats tes records, donc ça va, l'activité, c'est quand même sur l'eau, c'est pas sur l'ergo. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, les tests sur l'ergo, parce que ça te montre tes capacités physiques, où tu en es. Où tu en es, en dehors de la technique, qui n'est pas tout à fait la même. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant, ce vieillissement, se dire, putain, qu'est-ce que. Tu vois, ça. Tu t'en rends pas compte quand tu es jeune, en fait, que tu es invincible. Ouais. Tu t'en rends pas compte. Et là, tu dis, merde, putain, mais en fait, ça commence à déconner, quoi. Alors je pense qu'il y a peut-être une part de ça, mais je pense que je serais un petit peu plus optimiste que toi là-dessus, dans le sens où on a parlé un petit peu aussi du type d'entraînement que tu as fait Oui, l'année bien sûr, dernière bien sûr, et de comment tu t'es entraîné cette année. Il y a eu quand même pas mal de différences. bien sûr. Et je pense que des points au niveau physio à grappiller, tu en as. Est-ce que je vais atteindre 60 de VO2, Sean? 60, alors on ne peut pas prédire. Et de toute façon, je ne Ouais, me permettrai pas de non, le mais faire. bon, tu vois bien que Mais c'est 17, clair que 17 points, ça va gagner être dur. 50% par rapport à où tu es maintenant, ça va être compliqué. Ouais, Ça, ouais. on est Ouais, d'accord. on est d'accord. Par contre, Quelques points. 50, Oui, je pense voilà. que c'est accessible. Oui, moi aussi. Tu Moi vois, aussi, je pense. avec du boulot, là, je pense que ce serait intéressant d'en parler un petit peu, justement, les différences de comment tu étais entraîné l'année dernière avant le test, parce que là, on est à peu près pile poil à une semaine près, hein, on est Ouais, on est un à an. une année. Donc, quel avait été ton entraînement là, pour l'année précédente? Et ensuite, quel a été ton entraînement cette année? On peut parler un peu de distribution d'intensité, hein, de volume à basse intensité, donc en dessous du premier seuil, entre les deux seuils et en dessus.
Comment est-ce que tu avais organisé tout ça et qu'est-ce que tu penses a été contributeur de tes perfs la dernière fois et qu'est-ce qui t'a manqué cette fois-ci pour faire mieux? Bah, je dirais que l'année dernière, je faisais beaucoup d'entraînement au seuil, Ouais. comme on dit. Donc, chaque séance, même sur l'eau, donc en kayak de vitesse, c'était on se dépouille. On était un petit groupe et on se dépouillait. Le thème de la séance, c'était il faut suivre le leader. Donc en gros, tu essayes de filmer tout le monde. Ouais. Hein. Et bon, soit tu y arrives, soit tu es derrière et puis tu t'accroches comme un fou. Quoi. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de séances comme ça. Et puis après, forcément, je me suis un peu plus intéressé à l'entraînement, j'ai fait les tests. Et donc cette année, c'était beaucoup plus polarisé. Donc c'était beaucoup de basse intensité l'hiver. Ensuite, on est monté progressivement sur ce qu'on appelle nous, des puissances aérobies, mais en gros, des entraînements au-dessus du seuil, hein, des 1, 2, 3 minutes à fond, genre des 6 fois 3 minutes, des 10 fois 2 minutes, récup équivalente. Mais il y a eu moins de ce travail au seuil, en fait. Il y en a eu beaucoup moins. Et donc, évidemment, sur le test, on voit que ça se récupère bien entre les séries, ma fréquence cardiaque au repos a baissé. Donc, ça. Mais je sens que sur les efforts seuil, justement, là, il me manque quelque chose. Et j'ai l'impression justement de manquer de force, de manquer plutôt d'endurance de force, parce que sur des 1, 2, 3 minutes, j'ai progressé vraiment beaucoup. Parle de tes progrès à ce niveau-là aussi. Ouais, sur l'eau, par exemple, alors j'ai changé de bateau, mais j'ai gagné un bon kilomètre-heure, tu vois. Le bateau, tu attribuerais combien au changement de bateau? Je pense que j'ai gagné à peu près 0,5, 0,6 sans changement de bateau. Bateau, je pense que ça fait 0,4, 0,5 et 0,5, 0,6, quelque chose comme ça. Donc, vraiment, j'ai gagné, tu vois. C'est énorme sur l'eau, c'est énorme. Hein, c'est des gains. Voilà. Hein. Si tu gagnes ça chaque année, tu es heureux. Tu bouges à combien de kilomètres heure en Voilà, là, course? sur des trucs comme ça, maintenant, je suis à 14 km/h. Ah ouais, Et avant, j'étais à 13, tu vois. Ouais, ça fait pas du 10%, mais Ouais, ça mais fait c'est du pas 7, loin. quoi. Donc, c'est énorme, quoi. En perf, c'est. Voilà, donc on peut dire que l'entraînement a été efficace de ce point de vue-là. Et j'ai progressé sur tous mes tests. Mais effectivement, là où j'ai le moins progressé, donc je te disais sur un 2000 mètres, tiens, voilà, ça va être intéressant. Sur un 2000, j'ai gagné, ce qu'on a dit, 34 secondes. Donc, je suis passé de 9,13 à 8,39. Donc, c'est énorme hein, en termes de progrès. C'est clair. Voilà. Par contre, j'étais un peu déçu sur mon 30 minutes. Donc, on a un test qu'on fait à 30 minutes. Où là, j'ai gagné que 260 mètres. Donc, j'ai gagné un peu plus d'une minute. Quoi. Voilà, en gros, j'ai gagné 1 minute 10. Voilà. Donc, tu vois, j'ai gagné 34 secondes sur 9-10 minutes et seulement 1 minute 10 sur 30 minutes. Ouais, ça parle vraiment. Et 30, c'est un peu cette histoire de seuil. Hein. Exactement, c'est là où j'ai moins pile progressé. Poil dessus, en fait. Et c'est intéressant de voir justement où tu as vraiment explosé tes scores dans cette zone 5. Voilà. Par contre, on te met en dessous de 4 et il n'y a plus personne. Quoi. Voilà, j'ai gagné, tu vois, j'ai gagné 0,5 km/h. J'ai gagné que 0,5. Alors que. Avec le nouveau bateau. Voilà. Donc, je me dis, avec l'autre, j'aurais peut-être gagné que 0,2 ou. Tu vois, j'aurais pas gagné beaucoup plus. Hein. Et donc, tu te dis, ah putain, finalement. Mais c'est assez fascinant, je vais y arriver, fascinant de se dire que ce travail long, en fait, a un tel impact sur un événement qui est. Alors, dans le contexte où on est là, on a vu que ton 2000, il a beaucoup progressé. Mais c'est super intéressant de se dire que là, pour aller dans les intensités un peu plus hautes durant le test, dans un état de fatigue, hein, parce que tu as tout le test derrière toi quand même, avant d'atteindre ce dernier ou ces 2 derniers paliers, l'importance que ça a, en fait, cette histoire de seuil et cette endurance longue ou médiane, peu importe comment les gens ils veulent l'appeler, qui joue quand même un rôle intéressant. Quoi. Bien sûr, mais c'est marrant parce que pendant longtemps, pareil dans les bouquins, moi j'ai plein de bouquins d'athlètes, tout ça, on appelait ça un peu l'entraînement au seuil, la zone morte, quoi. Fallait surtout pas en faire, quoi. Fallait surtout pas en faire. Et donc l'année dernière, quand nous on faisait ça au kayak, et des fois il y avait d'autres personnes qui venaient s'entraîner avec nous, et qui étaient plus. C'est très cadré l'entraînement dans les pôles France en kayak, tout est très structuré. Ils sont beaucoup sur le polarisé. Donc beaucoup endurance de base ou endurance de base 2, mais il n'y a pas l'entre-deux. Il n'y a pas ce truc-là, il n'y a pas l'entraînement au seuil. Et donc des gens venaient et ils étaient un peu frustrés. Ils disaient, mais c'est quoi cet entraînement? Il faut suivre le leader, on est toujours à fond. Tu vois, ils s'énervaient, ils disaient, on ne veut pas faire ça et tout, parce que c'est le plus dur. Il faut le dire, c'est l'entraînement le plus dur. Quoi. C'est comme les séries longues en muscu qui brûlent, toi, tu ne veux pas les faire. Et donc, les gens qui faisaient des compétitions, tout ça, ils étaient un peu frustrés. Ils disaient, mais c'est quoi cet entraînement? Nous, ça ne nous va pas. Et je pose souvent cette question aux entraîneurs que j'interviewe dans les secrets du kayak. Donc, un de mes podcasts, et je leur dis, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et tous disent, c'est vrai qu'on a du mal
à faire ça aux athlètes parce qu'ils ont tellement été habitués pendant une dizaine d'années. Il y a un entraîneur allemand qui est venu en France qui a vraiment révolutionné l'entraînement, alors qu'avant, il faisait beaucoup justement d'entraînement au seuil. Et ben maintenant, on a du mal à faire aux athlètes, leur faire ça parce qu'en fait, ils disent, mais ça sert à quoi? C'est beaucoup trop dur. Ils veulent tous du polarisé. Et c'est vrai que ceux qui venaient s'entraîner avec nous, ils étaient dégoûtés. Ils disaient, mais attends, c'est toujours à la mort, à la mort, à la mort. Bah ouais, mais c'est ça l'entraînement. En fait, c'était ça. Et ça aidait pour le 30 minutes. Tu vois, l'année dernière, justement, sur un 2000, j'étais moins bon. Et sur le 30 minutes, justement, j'avais des super scores, je trouvais. Et là, cette année, ça s'est inversé. Et on en revient toujours au même truc, c'est quel est ton objectif? Qu'est-ce qui est prioritaire? Et c'est vrai que cette année, moi, mon objectif principal, c'était le 2000. Donc, l'entraînement était orienté pour le 2000 et moins sur le 30 minutes. Mais ça détermine vraiment tout ce que tu vas faire. Après, c'est la planif. Et moi, je trouve ça hyper intéressant parce que il y a toujours des choses que tu peux travailler, remettre en question. Tu te dis, ah tiens, et si je faisais ça? Et donc, tu testes des hypothèses. Tu sais, C'est ça. tu testes plein d'hypothèses et donc tu Ouais. testes. Et après, tu vois ce que ça donne. Et après, à reculons, tu dis, bon, peut-être que j'aurais dû faire ça. Mais finalement, j'ai bien progressé là. C'était l'objectif principal. Donc là, si tu dois prendre tes leçons on va prendre les 2 dernières années, vu que tu as ce recul-là, en tout cas via les tests qu'on a pu Ouais. faire. L'année prochaine, si tu peux choisir exactement ce que tu fais, quel sera le séquençage idéal des mois d'entraînement pour arriver en pic de forme en juin, juillet, sans rien laisser de côté? Je dirais que là, pour moi, il faut vraiment un bloc sur le seuil au bout d'un moment que j'ai pas eu cette année. Ouais. Là, je ne l'ai pas eu en fait. Avec l'année dernière, on faisait presque que ça. Donc, je pense que de toute façon, pour moi, c'est les bases. Et c'est pour ça on décrit un peu l'entraînement pyramidal, par-ci, tout ça. Mais moi, j'aime bien. Donc, on a vu de toute façon, il faut que je refasse de l'aérobie. Ouais. Clairement, même si c'est bien, il faut en bouffer. Moi, je repense toujours à Niels. Ouais. Je vois Niels, je dis bon, il fait 33 heures à 220 watts. Je dis bon, ça doit servir un peu. On peut en manger un petit peu Voilà. plus. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que je veux faire un gros bloc de seuil. Ouais. Vraiment pas comme cette année. Je veux vraiment qu'il y ait une transition. Et ça, je vais en parler avec mon pote Christophe qui fait les planifs, Ouais. avec qui on discute de tout ça et qui est passionné d'entraînement, voilà, à fond. Mais ouais, je pense qu'il faut vraiment que je passe par un gros bloc de seuil et pas que ce soit que du polarisé ou presque parce que. Alors après, il y a aussi ce truc-là, c'est que cette année, j'avais envie vraiment de m'entraîner beaucoup. Ouais. Donc vraiment de m'entraîner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si tu fais des entraînements au seuil, tu fais qu'une séance dans la journée. Franchement, tu remontes qu'à la deuxième séance, t'es mort, quoi. Sauf si tu es norvégien. Ouais, non, mais je veux dire, tu remontes pas. Alors après, oui, tu peux faire C'est du clair. vélo. C'est là qu'on en revient à l'entraînement croisé. Ouais. Voilà, là, tu peux faire Ouais. du vélo, tu peux aller courir ou faire une rando, voilà. Ou une muscu, mais sans trop forcer parce que t'es mort. Mais l'entraînement au seuil, ça te décapite, quoi. T'es mort. Ouais, T'es si tu mort. le fais bien, c'est dur comme Alors que entraînement. là, cet été, comme je te disais, j'étais sur le lac d'Aiguebelette et donc je m'entraînais comme un fou. J'étais matin, soir. Et donc, ça m'allait bien de polariser. Je dis, voilà, le soir, je fais une séance tranquille. Le matin, je bourre. Le lendemain, je fais du long tranquille. Mais il manquait tout ce seuil. Et je pense que c'est quelque chose qui manque à beaucoup, en fait. C'est ce truc au seuil. Mais comme ça a été tellement décrié de dire, c'est la zone morte, faut pas y aller, faut pas en faire, faut pas en faire. Après, tu veux plus t'en fais plus. Et en même temps, je pense que c'est un bon entraînement mental. Tu vois, c'est résister, résister, Ouais. résister. Et si la réponse était quelque part entre les deux, en fait. Bien sûr, Tu non, mais de vois, toute façon, bien c'est sûr. ça. Bien En sûr. fait, il y a un bon moment de l'année pour faire du seuil. Il y a un bon moment de l'année pour faire de la VO2 max. Et pour un événement comme le tien, c'est purement en VO2 max. Bien Si on sûr. parle de domaine temporel au niveau de ta compétition. Donc, ça a du sens que plus loin de ta compétition, on va travailler ses qualités physiologiques générales. Donc, on va travailler ton seuil Bien sûr. parce qu'on veut un seuil le plus haut possible pour quand on va taper dans de la VO2 max, qu'on ait déjà le point de départ soit simplement plus haut. Et dans l'autre sens, les personnes qui vont faire une compète je sais pas, sur un événement qui fait 1 heure, ils vont faire de la VO2 max plutôt comme qualité générale. Et le travail de tempo et de seuil, ça va être leur gagne-pain, quoi. On en revient à cette idée que ces deux, alors il n'y a pas que ça, mais ces deux distributions d'intensité un peu reines, le polarisé et le pyramidal, font toutes les deux parties en fait d'une planification cohérente sur une année d'entraînement. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on doit en choisir une? On doit pas en fait. Bien sûr. Il y a la meilleure à faire peut-être le mois ou les 2 mois avant ton pic de forme pour potentialiser tout ce que tu as fait avant. Mais avant ça, il y a des chances que si tu fais quelque chose de différent, ça aura un effet positif sur la suite. Bien sûr, mais c'est pour ça, on en revient à l'objectif. C'est ton objectif qui va déterminer comment tu planifies. Ouais. Donc, tu as l'objectif et après, tu dis, voilà,
qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui va m'aider à ça, et là, tu planifies à rebours. Mais ouais, de toute façon, je vais réfléchir à froid, tout ça, mais c'est vrai que moi, je sens quand même le vieillissement parce que je la muscu depuis 20 ans et je vois bien que c'est pas du tout pareil. Je vois bien que il y a quand même des gros changements sur, par exemple, l'explosivité, même si je travaille pas ça directement, je suis quand même moins explosif. Je vois que je récupère quand même moins bien, même si je fais beaucoup plus de choses qu'à 20 ans pour récupérer entre, euh, je veux dire, des trucs de respi, des étirements doux, tu fais ta mobilité, tu te masses un peu. Dès que tu as une douleur, tu fais un truc. L'alimentation, c'est pas, même si à 20 ans, j'étais déjà assez strict, là, je vois bien qu'il faut que je sois nickel, quoi. Donc, je vois bien que c'est pas pareil. Les petites douleurs, pareil, avant, elles partaient d'un coup. Maintenant, elles partent plus comme ça, quoi. Tu vois, bah là, on a fait sur l'ergomètre qui est à ma salle. Et j'ai un ergo aussi là-haut, là, dans la maison. Et j'ai pas fait dessus. À la base, je voulais faire dessus parce que je vais pas être tout seul. Mais il est beaucoup plus traumatisant. Donc, pareil, tu en fais, tu dis, oh, les épaules, putain, tu prends une claque à chaque coup, quoi. Alors qu'avant, je pense que j'aurais rien senti. Mais là, tu sens que tu te détériores, quoi. D'ailleurs, Sean, ça me fait penser, est-ce que tu as pris le collagène que je t'avais ramené? Est-ce que j'ai pris le Je collagène t'avais ramené un pot. à la maison? Oui, je t'avais ramené quand j'étais venu manger. Il doit être sur l'étagère. Toi, t'as toujours pas pris? Non, Tu veux vieillir plus non. vite? Apparemment, oui. Tu veux vieillir plus... Ouais. Non, tu sais quoi, j'ai complètement zappé. Oh, J'ai complètement zappé, en toute putain, tu fais des honnêteté. cadeaux et t'oublies, quoi. Ouais, je suis désolé. Ça fait décoration. Ouais, il doit être tout joli sur Ah, mon. mais c'était pour dire que C'était voilà, lequel? Rappelle-moi lequel c'était. c'est du collagène, c'est une boîte bleue, c'est du collagène marin. D'accord. Donc on appelle ça super collagène parce que c'est super physique qui le fait. Mais c'était pour dire que pareil, avec les années, Je m'en rappelle pas. Mais bon, j'ai une mémoire de merde en même temps, donc tu demanderas à ta femme. faudrait que je cherche. C'est elle la mémoire, de toute façon. De toute façon, c'est elle qui gère la maison, ça c'est sûr. Mais c'est pour dire, tu vois, même avec les années, tu fais plus attention à tout ça, les compléments aux articulations, tes oméga 3, tout. Tu dis putain, et en fait, tu vois que tu récupères moins bien. Je pense qu'à 20 ans, tu fais un entraînement de seuil le matin, l'après-midi, ça allait. Quand je faisais de l'athlé, j'avais 15 ans, on faisait 2 séances par jour en vacances. Et ça allait tout seul. Et... Bah ça, c'est sûr. Je pense que quand tu parles de ça, de l'âge, alors c'est clair que c'est plus pareil au niveau des hormones, au niveau des tissus, au niveau de ta charge d'entraînement ces 20 dernières années, ça joue aussi. C'est pour ça c'est déprimant, parce que si j'avais commencé plus tôt, je me suis dit, j'aurais été une machine. Et là, tu es une machine. Bah, pas vraiment. Quand je vois les chiffres, je dis, bon, il y a du boulot et je me dis, merde, ça va être compliqué. Hein, mais bon, après, je m'amuse. Hein, ça va. Bon, après, voilà, je pense que comme tu l'as dit, tu progresses déjà dans ton événement compétitif, dans ton 2000, ce qui est ton objectif. Bien sûr, c'est l'objectif. Donc, c'est bien d'une année à l'autre. Et même si tu vois, tu n'as pas perdu une année au final. Et c'est là où peut-être une chose sur laquelle je voulais revenir qui est intéressante. Bon, toi, tu le sais, mais pour les gens qui écoutent ou qui regardent, c'est que c'est important d'avoir plusieurs points de mesure sur lesquels tu te bases pour déterminer si tu progresses ou pas. Parce que si on avait jugé de ton progrès uniquement sur les valeurs physiologiques qu'on a mesurées, eh ben, on aurait dit que tu as fait une année et il ne s'est rien passé. Mais le fait est que tu as gagné 30 secondes sur l'eau. Et sûr. 30 secondes, tout le monde sait que pour prendre l'analogie, même si tu ne fais pas du kayak, pense à un 2000 mètres rameur, 30 secondes sur 2000 mètres, c'est 30 secondes sur 2000 mètres. Ah, tu sais que c'est énorme. Ah ouais, c'est monstrueux. Et les valeurs en watts, elles sont énormes aussi. Quand tu compares la différence, ce qu'il faut pour tirer un 1,30 par rapport à tirer un 2,00, c'est même pas le même monde. C'est 2,00, je sais que c'est 200 watts. Et 1,30, je ne sais plus ce que c'est, mais ça doit être dans les 4, plus de 400 watts, si je ne me trompe pas. Ah, je n'aurai pas les chiffres en tête. Ouais, parce que si je ne me trompe pas, 400, si je ne me trompe pas, 1,36, c'est 400 watts. Donc, ça doit être là, quelque chose comme 500 watts. Okay. Donc, tu vois, pour passer… plus que doubler. Ouais, tu enlèves 30 secondes. Et c'est ça, j'avais fait une vidéo là-dessus. L'échelle en split, elle n'est pas linéaire. C'est-à-dire que si tu gagnes 5 secondes entre 2,05 et 2,00, ou si tu gagnes 5 secondes entre, disons, 1,45 et 1,40, c'est quelque chose comme du simple au double en termes de watts. Bien sûr. Et donc, on ne se rend pas bien compte si en regardant juste les secondes, en se disant, ah ouais, ben là, j'ai gagné 4 secondes. Mais en fait, plus tu gagnes de secondes et plus elles deviennent difficiles à gagner. Exact. Nous, en kayak, on en est bien conscient. C'est qu'on dit, à chaque fois, pour accélérer ton bateau, des fois, pour accélérer le truc, tu forces comme un fou, tu vas gagner 0,2 quoi, par rapport à… Ouais. Et en fait, sauf que tu mets beaucoup, beaucoup plus de force. C'est ça. Et tu te dis, putain, mais je force comme un malade et j'ai gagné 0,2. Et puis tu dis, oh,
Alors qu'avant, bah ouais, avant, tu gagnes 0,5, tu dis, oh, putain, ça va tout seul, quoi. Ouais. Mais le 0,2 te fait la peau, quoi. Et tu Ouais. dis, oh putain, est-ce que ça vaut le coup finalement de se dépouiller pour le 0,2? Mais après, tu réfléchis suivant le thème de la séance, hein. Mais ouais, tu te dis, mais effectivement, j'avais remarqué ça, plus tu vas vite, de toute façon, et plus tu dois mettre de force et d'intensité pour que ça continue d'accélérer, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un peu. Ah, c'est comme ça, de toute façon, hein, plus tu es fort, plus tu dois forcer, hein. Tu parlais avant des entraînements de seuil que tu as fait l'année dernière en kayak qui t'ont beaucoup aidé. Est-ce que tu peux nous parler un peu des formats de ces séances? Justement, ça m'intéresse de savoir comment est-ce qu'elles sont structurées Bien sûr. par rapport à d'autres sports, comme j'ai une bonne compréhension des séances de tempo, de seuil en cyclisme. Je commence à comprendre un peu comment ça se passe en course à pied. Mais c'est toujours intéressant de voir différents sports et comment ils organisent Bien leurs sûr. entraînements. Donc, du seuil pour Au quelqu'un qui fait kayak, du kayak, c'est entre quoi? guillemets, une séance au seuil, pour ceux qui connaissent, on appelle ça nous EB1+. En gros, c'est entre 30 et 50 minutes d'effort, entre Ouais. guillemets. Effort effectif sur la Effort séance? effectif. Donc en fait, après, on va le Ouais. découper. Donc je Ouais. te donne un exemple. Ça peut être 5 fois 6 minutes Ouais. avec 2 minutes de récupération. Ouais. OK? Sur un 50 minutes, ça va être 5 fois 10 minutes Ouais. avec 3 minutes de récupération. Ouais. Et donc voilà, c'est la fourchette, c'est entre 30 et 50 minutes. Et puis on se dit, c'est ce que tu peux tenir, par exemple, si c'est 5 fois 6 minutes, sur 30 minutes. La vitesse maximum que tu peux tenir sur les 5 fois 6 minutes. Mhm. Donc tu n'es pas à fond, mais tu es à fond si c'était un 30 minutes. Et pareil sur le 50 minutes. Ouais. Donc là, tu vois, par exemple, demain, j'ai un 3 fois 3000 à faire. Ouais. Donc bah, c'est ce que je peux tenir sur 9000. Parce que la semaine prochaine, j'ai Voilà. un test 10 000. Voilà. Donc donc là, bah, là, je suis un peu en dessous du seuil. Mais en gros, c'est ça. En gros, on est sur des efforts entre 30 et 50 minutes. Donc après, je ne sais pas à quoi ça correspond par rapport aux autres sports. Ce qu'il y a, c'est qu'au kayak, c'est beaucoup le haut du corps. Mhm. Donc je pense que les efforts sont peut-être un peu plus courts. Mhm. Je ne sais pas, toi, ce que tu vois. Alors, ça dépend du niveau. Ben là, c'est intéressant que tu parles de seuil et j'essaie de faire la distinction entre du tempo et du seuil, qui après, au final, est une distinction arbitraire parce qu'au niveau physiologique, tant que tu es entre les deux seuils, tu travailles ton seuil Ouais, ouais, ouais. techniquement. Après, tu peux dire c'est du seuil long si c'est plus bas, du Ouais, seuil bien haut sûr, si bien c'est plus sûr. haut. Mais au final, la distinction n'est pas si importante que ça. Pour moi, si on est un peu plus sur du seuil long, on va dire, donc sur du tempo, en vélo, par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas un gros niveau en vélo, le temps effectif, ça va être entre 30 et 60 minutes. Ok, bah ça fera ça. Mais tu regardes les gars qui font, on va dire, 12 heures et plus de vélo par semaine. Une grosse séance de tempo, ça va se terminer sur 1 heure et demie à 2 heures de travail effectif. Donc, c'est du simple au double Ouais. par C'est rapport le au commun double. des mortels. Alors qu'une séance de seuil, ben, on va plus être sur comme tu l'as dit, des temps de travail jusqu'à peut-être 8 minutes, 10 minutes au maximum, avec un repos qui serait. Alors, après, ça dépend toujours parce que tu vois, du 5 minutes de travail, ça peut autant être de la VO2 max si tu le fais sur 4 minutes de travail, autant si tu le fais sur 4 minutes de repos, autant si tu le fais sur 1 minute de repos. Si tu te fais un 5x5 avec 1 minute de repos, c'est du seuil, techniquement. Donc, c'est toujours ce ratio qui va déterminer les choses. Mais je pense sur une séance de seuil, entre temps effectif de séance en vélo, en tout cas pour le niveau d'athlète avec lequel je travaille à l'heure actuelle, c'est en général entre 15 et 30 minutes peut-être au maximum. Si on va dire, on est en dessus de 95 ou 95% du seuil. Ouais, en fait, nous, ce qui se passe en kayak, c'est que passer, j'ai envie de dire, 10-12 minutes, c'est quelque chose que tu vas tenir 30 minutes, quoi. Ouais, En ouais, fait, voilà. Tu vois, c'est pour ça qu'on fait le 2000 et le 5000. Le 2000, entre guillemets, c'est ce que tu vas faire sur des séances comme des 3 minutes, des 2 minutes, des 1 minute, des 4 minutes à la rigueur. Et après, au-delà, voilà, bah, tu es sur ce que tu vas tenir 30 minutes, quoi. Une fois que tu es à 12 minutes, tu dis, voilà, je suis à 13, donc moi, je tiens 13 km/h. Bah, voilà, je sais que je peux essayer de me dépouiller pour 0,1. Tu vois, j'ai fait un 5000 à 13,1. Mais tu es à fond, quoi. ouais. Et donc, à partir de là, bah, tu es à ta vitesse. Après, ça décroît un peu. Bah, là, je vais voir, on va faire un test 10 000, puis après un test 1 heure. Là, je sais que l'année dernière, bah, voilà, j'avais entre mon 30 minutes et mon heure, j'avais 0,4 d'écart. En vitesse? Ouais. Ok. Donc, on va voir ce que ça donne cette année. Mais je pense que ça va être après pareil. Tu vois, au lieu de tenir 13, bah, je vais être à 12,5, 12,6 sur 1 heure ou sur le 10 000. Et voilà, quoi, ça va être ça. Ouais. Donc, mais ouais, moi, j'aime bien ce genre de séance, donc ça me fait plaisir. Et c'est vrai que cette année, bah, comme je t'avais dit, au premier test qu'on a fait, j'ai senti que je n'avais pas fait de séance d'œil parce que j'ai explosé, quoi. Au bout de 10-12 minutes, j'ai dit, putain, j'ai plus de force, j'ai plus rien. Et après, voilà, mon objectif, c'était plus le 2000 que le 30 minutes.
Donc après, voilà, c'est toujours pareil. C'est qu'est-ce que tu veux développer, qu'est-ce que tu fais. Mais, mais ouais, moi, j'aime bien ces histoires de planif et tout. C'est toujours un truc qui m'a passionné. Tu vois, là, j'ai ressorti un bouquin sur le 800 mètres. Ouais. Donc, qui est un super bouquin. Je le C'est montre. quoi? C'est ça. Ça s'appelle comment pour ceux qui nous écoutent? Les 800 mètres. Le 800 mètres, analyse descriptive descriptive. d'entraînement. Donc, c'est un bouquin que j'avais lu quand Ok. j'avais peut-être 12-13 ans. Ouais. Et donc, ils analysent comment faire pour performer au 800 Ouais. sur piste. Parce qu'en fait, c'est pour certains, c'est un sprint long. C'est ça. Et pour d'autres, C'est ça. pas vraiment. C'est de l'endurance courte. Ouais. Voilà. Et donc, le bouquin, est hyper intéressant. Il parle d'entraînement. Là, je suis en train de le relire. Ouais. Et il est super intéressant, justement, parce que c'est un peu la thématique. C'est qu'est-ce que tu fais. Et donc, là, j'en suis à la partie là, où il montre que de plus en plus, il y a des spécialistes, alors qu'avant, c'était des gars du 400, des gars du 1500 qui venaient. Ouais. Et maintenant, c'est des spécialistes du 800, quoi. Vraiment. C'est vraiment une discipline entre les deux, quoi. Voilà. C'est super intéressant de ce côté-là. Max Walt, avec qui je commence à travailler un peu plus, qui coach à Lausanne et qui court lui-même le 3000 steeple. On parlait un petit peu de ça, justement, cette planif du 800 qui est vraiment entre deux mondes, en fait. Et Bien sûr, mais moi, c'est super intéressant. Quand j'étais gamin, en athlète, c'est ce que je voulais faire, quoi. Moi, je voulais faire du 800. Je venais à 400, le 800, et j'aimais bien. Moi, je faisais du 1000 mètres. Ouais. Donc, ça, c'était déjà l'effort, quoi. Et j'aimais bien ce truc-là de résister et tout, ces entraînements qui me plaisaient. Et donc, j'ai grandi, pour ceux qui ça parle, avec Wilson Kipketer, Borzakowski, Kimutai. Donc, après, j'ai moins suivi Rudisha, j'ai moins suivi. Mais voilà, c'était mon époque, quoi. C'était Kipketer qui faisait 1,41,11, le Kenyan naturalisé danois, parce qu'il était marié avec une danoise, ou je sais plus quoi. Et franchement, c'était super. Tu vois, les gars, Borzakowski, par exemple, il faisait que le sprint à la fin, il est toujours derrière. Et genre, les 200 derniers mètres, putain, il bourrait comme un malade. Et souvent, il passait, quoi. Je sais pas s'il n'a pas été champion olympique. Et non, j'adorais ces trucs-là, quoi. Vraiment, j'adorais. Donc, c'est pour ça que je m'étais vraiment documenté déjà à l'époque. Et là, ils ont fait une nouvelle édition, donc je l'avais racheté il y a quelques années. Et je le relis de temps en temps. Et c'est hyper intéressant. Parce que de se dire, encore une fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu n'as pas qu'une seule voie. Tu as plein de voies différentes. Et après, il faut que tu fasses des choix. J'ai envie de dire en connaissance de cause, mais pas vraiment parce que tu testes des hypothèses toujours. Tant que tu ne les as pas appliquées sur toi et tu ne sais pas comment tu réagis, parce qu'encore une fois, comme tu l'as dit, il y a peut-être plein d'athlètes en kayak qui répondent bien à l'entraînement polarisé. Mais moi, je sais aussi de par les entraînements que j'ai faits et surtout que je n'ai pas fait quand je faisais du rameur, que de la zone 3 et 4, du tempo et du seuil, je vais en bouffer mes H24. Parce que virtuellement, j'ai fait que de la zone 5 et plus quand je faisais du rameur. Parce que je ne savais pas ce que je faisais et je m'envoyais dans le mur à chaque fois. Et du coup, je sais que la première fois que j'ai fait une séance à un RPE de 6 sur 10 sur le vélo, mais j'étais complètement perdu. Je ne sais pas ce que c'est 6 sur 10. C'est quoi ça? C'est pas dur, mais c'est pas facile non plus. Ça brûle les jambes, mais tu respires pas trop fort. J'étais complètement perdu. Mais c'est pour cette raison que je pense ça va être super intéressant comme type de séance pour moi parce que justement, je ne l'ai jamais vraiment développé. Et c'est un truc que disait Alex Hutchinson. Tu as lu son bouquin? Oui, c'est Endurance. Endure. Oui. Tu l'as? Il est en français? Oui, il est là, Endurance. Voilà, Endurance. Voilà, pour ceux qui me l'avaient demandé, parce que j'en parle toujours en anglais, mais il s'appelle c'est un bon bouquin, c'est sympa à lire. Et voilà, en français, Endurance. Alors voilà. Et il disait dans l'interview que j'ai fait avec lui que le meilleur stimulus, c'est celui que tu n'as jamais eu. Et lui, c'est ce qu'il a réalisé quand il a changé d'école de course, en fait, entre le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie. À chaque fois, il était confronté à une nouvelle philosophie, un nouveau coach, une nouvelle manière de s'entraîner, une nouvelle structure, soit dépolarisée, soit des pyramidales, etc., etc. Et à chaque fois, il progressait. Et c'est simplement parce que continuellement, il a changé ce stimulus qui, au final, te permet de continuer à développer parce qu'on connaît est-ce qu'on appelle ça en français le principe d'accommodation? Ou quand tu as Oui, on appelle ça. Avec Moi, j'appelle ça l'immunisation. Ok, c'est une bonne manière de le formuler. Je pense. À l'effort, entre guillemets. C'est ça, c'est que plus tu en fais et moins ça te donne. Exactement. Et au final, à un moment donné, il faut changer de voie parce que si tu continues à pousser, tu tapes dans le mur et il n'y a plus rien. C'est, je pense, une des raisons pour revenir à ce dont on parlait un peu plus tôt, cet aspect de développement général. Je pense que c'est pour ça qu'il est aussi intéressant parce que justement, tu vas taper dans des trucs que tu n'as jamais fait avant. Tu vois, le combattant en MMA qui va faire un protocole sur le vélo, il va te dire « Ouais, mais bon, ça ne me sert à rien, je suis sur mes pieds. » Ouais, mais le fait que tu n'as rien fait sur le vélo, tu as un potentiel de développement. C'est ça. Et le transfert, il va
il va de toute façon se faire du fait que c'est du développement général. Donc, non, ça ne va pas te faire potentiellement… Alors, je ne te dis pas que ça va te faire taper plus fort quand tu es dans la cage, mais est-ce que ça va te permettre de tolérer plus d'entraînement, de faire plus d'entraînement de haute qualité, de mieux récupérer dans tes entraînements et potentiellement même tes combats? Très certainement. Et c'est là que c'est intéressant de varier ce que tu fais, quoi. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire, ce que tu allais dire, ce que tu as dit en tout cas. C'est quoi? Il faut garder cette ouverture d'esprit et se dire que c'est pas parce que sur le coup, tu vois pas à quoi. Tout à l'heure, je te disais, moi, je fais du kayak, j'ai envie de faire du kayak, ça me fait plaisir et tout. Mais c'est pas parce que tu fais pas de kayak et tu fais pas autre chose que ça va pas t'aider, en fait. C'est ça. Et ça va t'aider indirectement. C'est la peur de ne pas faire ce qu'on aime ou de ne pas faire ce dans quoi on veut performer parce qu'on se dit, chaque séance que je ne fais pas sur le kayak, par exemple, ou sur le rameur, c'est une séance que j'ai perdue, entre guillemets. Voilà, qui ne va pas m'aider. Ouais. Mais ça, pareil, c'est psychologique et c'est dur. Hein, tu le fais avec le recul parce que quand tu es presque à fond, tu dis, bon, faut que je teste de nouvelles choses. Ouais. Mais tant que ça marche, tu continues le truc. Tu sais, c'est comme le gars dans ma promo qui a 45 de bras, Auguste, il s'appelle. Et voilà, il est là, il fait ses trucs, je vois son programme, il s'entraîne bien et tout. Mais je lui dis, ta marge en prise de masse musculaire. Par contre, tu peux développer d'autres choses. Hein. Je lui dis, mais après, faut arriver à avoir cette ouverture d'esprit et surtout à y croire. Parce que si tu n'y crois pas, tu sais, je suis souvent heurté avec des personnes avec qui je discute d'entraînement, ils ont leur façon de voir le truc et ils ne veulent pas en changer. Et donc, tu dis, bon, ok, mais moi, je pense qu'on devrait essayer ça. Ils disent, non, moi, j'ai toujours fait comme ça a marché. Oui, mais tu es là pour que, si tu me demandes, pour faire différemment. Et si tu ne veux pas faire différemment, moi, il n'y a pas d'intérêt, quoi. C'est un peu comme dire, pour toi, si tu perdais la mémoire aujourd'hui, de te dire que ce cycle polarisé, il m'a vachement aidé pour mon 2000, donc maintenant je vais faire que ça. En oubliant le fait que en fait, le travail de seuil à l'époque, il t'a bien aidé quand même, et que du coup, peut-être que de combiner les deux de manière séquencée dans le temps et de manière intelligente, ça va te permettre d'atteindre le niveau supplémentaire parce que c'est pas ce qui t'a permis d'arriver ici, c'est pas nécessairement ce qui va te permettre d'aller un cran plus loin. C'est un peu comme se dire les stratégies nécessaires pour faire grandir une entreprise d'1 à 10 employés, c'est pas la même que pour passer de 10 à 1000. Tu vois, et à un moment donné, il faut changer de… bien sûr, c'est pas du tout la même chose. Ah non, mais c'est sûr. Non, mais c'est pour ça, c'est intéressant. Donc je vais essayer de réfléchir à froid et en parler avec mon pote avec qui nous fait les planifs là. Mais c'est vrai que ce sera une troisième année entre guillemets différente des deux premières en fait. C'est ça. Avec ce que j'ai appris, voilà, ce que j'imagine, ce qu'il pense de son expérience, et voilà, et se dire, puis là, le travail de respi, on va faire différemment. Mais j'ai hâte de voir quand on fera un test, si j'arrive à monter un peu ma VO2, quoi. Mais c'est vrai que bon, je me dis, j'espère. Et c'est là que tu me disais tout à l'heure si tu avais découvert ça avant et tout. Ah, c'est sûr, j'avais découvert ça avant, peut-être j'aurais fait du cardio, mais j'avais fait un article là-dessus, à crever, quoi. Franchement, j'aurais fait du cardio à basse intensité, mais à crever. Au lieu de me dire, ça sert à rien, pour les muscles, c'est pas bon, ça. J'en ai fait à crever, franchement, parce que aujourd'hui, voilà, je paye, entre guillemets, ce manque de cardio avant. C'est sûr que je le paye et tu peux pas rattraper le temps perdu. Alors, ça va se développer un peu, mais tu peux pas rattraper le temps perdu. Et j'avais acheté le bouquin Préparation physique du jeune sportif, quelque chose comme ça, de Sébastien Rattel. Ok. Et le gars, voilà, après, on y croit, on n'y croit pas, mais voilà, il dit, voilà, en fonction des âges, il y a des choses à développer, une sorte d'ordre logique à suivre et tout. Et si tu fais pas ça, après, c'est beaucoup plus dur, quoi. Ouais. Et donc, là, tu vois, je me dis, putain, si j'avais su, si j'avais été moins bête et plus ouvert, j'aurais fait du cardio à crever. Franchement, peut-être pas à crever, mais j'aurais fait 2-3 séances par semaine déjà. Ouais. Et ça m'aurait aidé de fou. Je me souviens que mon entraîneur d'athlétisme, il disait, tout se joue entre, je sais plus, 12 et 16 ans, un truc du style. Il disait, il y en a plein qui arrêtent à ce moment-là. Et moi, je sais pas, tu vois, j'ai dû arrêter à 14 ans. Et voilà, il m'a manqué les 2-3 ans de plus où, j'aurais continué. J'aurais eu beaucoup plus de cage, beaucoup plus de respi, tout ça. Et j'ai pas eu. Et après, j'ai fait que muscu. Puis là, je me retrouve à 43 de VO2, quoi. Donc, Bon, 43 de VO2, on s'entend avec tes bras. Oui, non, mais bien sûr. Alors oui, ça, c'est minoré. Je crois qu'on en avait parlé au précédent podcast. C'est minoré de 10-15%. Voilà. Selon la thèse de Myriam Paquette qui a fait sur les kayakistes, c'est minoré de 10-15%. Mais voilà, 10%, 15%, voilà, ça m'emmène à 50%. Ce qui n'est pas… Après, je suis lourd, donc c'est ça le truc aussi. Mais moi, ce qui n'est pas suffisant… Si je voulais devenir champion olympique, voilà, c'est fourré, quoi. Tu sais ce qu'ils sont en VO2 absolu, les kayakistes de haut niveau? Non, je sais pas, mais comme je te disais, là, une fille qui s'entraîne avec moi la semaine dernière, Manon, elle m'a montré son test, 70. Elle a 70 et elle a fait 7e au jeu.
Ouais. en biplace. Donc voilà, 70. Et la fille, c'est vrai que c'est une machine. On a fait 4 fois 2000 ensemble. Franchement, je l'ai vu, je dis putain, mais elle a une caisse, elle crève Elle pas pèse quoi. combien? Et elle fait 61 kilos. Ouais. Donc elle a 4 litres 2, tu vois. Ok. Donc tu vois, bah, après comme moi quoi. Ouais, Sauf que ouais, bah, elle fait 61 kilos, donc elle est oxygénée. Son corps est doublement oxygéné comparé au mien, Putain. parce que je Ouais. fais 35 kilos de plus. Ouais, ouais. Tu vois. Donc Tu as déjà exploré l'idée de. Parce que ça, j'y réfléchissais. Je commence à travailler avec Julien qui fait du SailGP, donc qui fait le oui, vélo à bras là. je vois. Est-ce que tu as déjà pensé à faire du travail de basse intensité sur ce vélo à bras pour justement pas suruser les patterns de mouvement du kayak? Non, là j'étais plus sur l'idée d'acheter un ski erg. Ouais, J'étais plus là-dessus, mais j'ai pas fait vélo à bras, mais j'étais plus sur l'idée d'un ski erg. Là j'en parle à la salle, parce qu'il y a un gars qui en a un, et il le met ok. chez lui. J'ai dit mais ramène-le à la salle, je dis ça changera rien et tout. Mais plus un ski erg parce que là c'est vrai que moi, bah, là je fais du bike Ouais, en ce moment. Donc j'ai un peu moins de kayak, plus de bike. Bah, justement, je suis en plus sur le général en ce moment. Ensuite, je voulais me remettre au rameur après ça. ouais, Là, je me remets à courir doucement. Je me suis acheté des godasses aussi. Donc bah, là, je suis vraiment sur l'entraînement croisé. Hein. ouais, ouais, Vraiment, je me ouais, dis, bon, voilà, faut y aller. Quoi. Je vois bien qu'au kayak, bah, là, je suis sur un plateau. Là, je vois bah, voilà, l'eau refroidit, donc on va moins vite. ouais. Je vois que je suis sur un plateau, donc il faut refaire tout le cycle. Quoi. Il faut tout refaire. Donc j'étais plus là-dessus, mais j'aurais bien voulu un truc aussi sur le haut. Quoi. Ouais, parce que je me dis que alors le ski, c'est intéressant parce que du coup, au niveau dorsaux, au niveau triceps, tu as pas mal Voilà, ouais. de Ça recrutement. ressemblait un peu. Ça ressemblait un peu, mais justement, pour encore une fois aller à l'encontre de tout Oui, ça et de se dire, bah, on fait un truc qui est complètement bah, je vais général, regarder. Tu sais combien ça coûte un vélo à trop bras? cher. Ah Trop merde, cher, fais-moi mais rêver. non, ouais, je te fais rêver, 6 000 balles. Le Technogym, il est 6 000 balles. 6 000 balles pour un vélo à bras? Ouais, c'est Ouais, ridicule. c'est inadmissible. Et c'est, attends, Franchement, ça coûte rien honnêtement, c'est normalement. n'importe quoi. Julien, il en a un. Là, ça fait 5 semaines qu'il attend des pièces parce qu'il y a un truc électronique qui a Bah, parce merdé que personne n'en et a, il mais peut ils en pas vendent pas. s'entraîner. 6 000 balles, ça Non, coûte rien normalement. Alors attends, Bah, je suis... ce que je veux dire, tu le fais faut avec ça. pas. Oui. J'ai commandé une paire de pédales. J'ai commandé une paire de pédales Concept 2. Pour ceux qui nous regardent, il y a un vélo juste là, c'est pour ça que je pointe du doigt. Parce que du coup, les bras, ils sont trop courts. Ah merde. Et donc, eh ben, je vais trouver quelqu'un qui fait de la soudure et je vais rallonger les bras pour qu'ils fassent la bonne taille. Je vais trouver des poignées qui fonctionnent bien pour les mains parce que les pédales, ça va, mais c'est pas super confort. Et après, c'est assez simple. Alors, il faut juste changer un petit peu la manière dont le guidon est mis en place. En gros, il faut l'inverser pour que l'écran il soit Ouais, ouais, bien vers sûr. l'arrière, si tu veux. Je vois ce que tu veux dire. Et en gros, tu as juste à enlever 4 vis, les deux qui tiennent là, les deux qui sont sur le plateau devant le bras de la selle. Tu le mets à la verticale et en gros, tu as un vélo à bras. Ouais, ouais, j'étais en train d'y penser, je me dis, bah Et oui. donc ça, c'est mon projet d'avenir pour la salle Upside Strength, quand il y en aura une. Elle aura un vélo Putain, à mais tu te lances bras, dans la concept fabrication de 2. matériel alors. Hein? Tu te lances dans la fabrication de Alors, matériel. plus la modification, c'est du pimpage de biker, plus que de la modification ou de la vente de matériel pur. Mais ouais, je pense que honnêtement, c'est une modalité qui est inexistante à l'heure actuelle, sauf pour les gars qui font par exemple du grinder sur les bateaux, parce que c'est leur gagne-pain, ils sont obligés de le faire. Mais le fait qu'il y a un biker dans presque toutes les gyms maintenant, et qu'avec, à mon avis, une paire de pédales modifiées et 3-4 minutes Bah, de setup, tu je as vais, un je vais, vélo je à vais bras, attendre que tu sortes tes pédales modifiées pour te les acheter. avec grand plaisir. Je vais les faire et après, je te les enverrai pour que tu les testes. Parce que je pense qu'il y a vraiment un truc à faire à ce niveau endurance de haut Bah, du bien corps sûr. pour même les crossfitters, avec une population avec laquelle je travaille pas mal maintenant. Tu vois que des gars qui ont un passé compétitif en natation, comme Guillaume Briand, Ouais. eh ben, en Bah, natation, pareil, endurance, je voulais m'y remettre. Je me disais, putain, ça, c'est solide aussi. ah Hein. bah, ça, c'est pas une mauvaise idée pour toi, tu vois, mais Ah ouais. en endurance de gym, ces gars, ils ont aucun problème parce qu'ils ont passé toute leur enfance à pédaler avec les bras. Et donc, il n'y a pas vraiment de miracle. Si tu as, ça derrière dans ton développement, tu parlais de ces années un peu précieuses, Bah, bien eh sûr. ben, tu as un avantage qui est énorme. Bah, bien sûr. Et pour un crossfitter aujourd'hui qui a de la peine avec l'endurance haut du corps, alors tout le travail d'endurance de force dont on a parlé est super intéressant, mais à mon avis, au niveau métabolique, tu te mets sur un vélo à bras, tu tournes tranquillement. Au niveau contrainte mécanique, En plus, tu transpires beaucoup moins. ouais, alors tu as déjà ça, mais je pense que la contrainte technique qu'on retrouve autant dans le rameur que, et c'est pour ça en fait que je me suis éloigné de ces machines en fait pour le travail de conditionnement pur, c'est parce que la contrainte technique du rameur et du ski, elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'il faut bien le faire et si tu le fais pas bien, ça va te coûter entre guillemets.
Et aussi au niveau des articulations, hein, c'est moins traumatisant d'être sur un vélo que d'être sur un rameur. Ah, bien Et sûr. à mon avis, un vélo à bras, c'est aussi beaucoup moins traumatisant qu'un ski erg. Ah, bien sûr. T'as pas cet à-coup à chaque fois, c'est du continu, c'est du fluide. Et donc, je pense qu'il y a des choses à investiguer. Alors ça, c'est les projets des années à venir. Mais Est-ce qu'il y a une date de sortie? dès que je reçois les pédales et que je les fais souder. On les a commandées et il y avait un temps d'attente qui était considérable. Mais je pense que d'ici un mois, je devrais les avoir. Et après, je vais trouver quelqu'un près de chez moi qui peut simplement les rallonger. Ça va vraiment pas être compliqué. Et après, il faudra tester. Mais J'ai une dernière question. vas-y. Après, je te laisse parce que je vois l'heure qui tourne. J'ai mon pote Clément que tu avais interviewé qui fait du power, Oui, qui vient de passer 300 là au soulevé de terre. ouais, bravo Clément d'ailleurs. Voilà, c'est Super. bien, Clément, enfin t'es solide, quoi. Enfin, t'es Enfin, t'es solide. solide. Et bref, malgré que tu as un petit peu mal au dos, mais bon, ça, c'est normal, entre guillemets. On est vieux maintenant. Bah, il est un peu plus jeune que nous, mais pas de beaucoup. Bref. Et lui, sur le cardio, tu sais, il mixe un peu les modalités parce qu'il s'emmerde et tout. Et donc, il va faire 10 minutes de bike, il va enchaîner avec 10 minutes de ski erg, 10 minutes de rameur, tout ça. Ouais. Est-ce que toi, c'est quelque chose sur lequel tu as du recul? Est-ce que c'est pareil en termes de développement, par exemple, de la zone 2? Alors, à mon avis, pour optimiser tes progrès, c'est mieux de rester sur une modalité. Donc, ce que je conseillerais, c'est plutôt de se dire, surtout pour Clément, qui est un powerlifter, c'est peut-être autre chose. Mais, et je dis toujours, si tu me dis qu'il y a deux options, c'est soit tu le fais en modalité mixte sur un circuit en une séance, soit tu le fais pas, eh ben, va le faire en modalité mixte. Ça, c'est sûr. OK, parce que de toute façon, tu auras des avantages à le faire par rapport à ne rien faire à basse intensité. Après, si tu veux du travail qui soit optimal, à mon avis, ça se fait sur sur une seule modalité à la fois. La raison étant simplement que une des grandes adaptations qu'on va avoir avec ce genre de travail, c'est du développement au niveau vasodilatation, donc vasculaire, et au niveau capillaire également. Et l'analogie que j'aime bien utiliser pour le développement capillaire, c'est comme si tu laisses ton tuyau d'arrosage tomber dans le jardin et que tu es sur une petite pente. Au début, il n'y a pas grand-chose. Mais si tu laisses pendant un mois, tu vas revenir, il y a comme un lit de rivière qui s'est créé avec des petites, c'est littéralement des petits capillaires partout, un petit peu en forme d'arbre si tu veux. Ok. Et c'est ça en fait que toi tu vas créer avec ce développement de ce travail de basse intensité. C'est en grande partie le flux sanguin continu qui va générer ces adaptations structurelles. Parce qu'on essaye littéralement de changer la structure de ton système vasculaire. Et donc, pour ce faire, il faut du flux continu pendant de longues périodes de temps et répété dans le temps. Donc, je préférerais, si quelqu'un me demande entre les deux, qu'est-ce que je conseillerais? Je conseille de choisir une modalité, la plus simple, ou celle que tu préfères pour commencer. Tu le fais pendant 3 mois. Et après, peut-être tu pars sur un cycle de 2 mois, 3 mois où tu vas faire que du rameur ou que du ski. Et sur une année, tu auras tout Oui, exploré. moi, c'est ce que je comptais faire à peu près. Ouais. Ça, je posais la question. Moi, Mais je préfère, vois ce que tu veux dire. je préfère dédier pour ces raisons-là. Parce que je pense qu'au niveau vasodilatoire et capillaire, on va avoir. Et parce que faut se dire, et même si c'est à basse intensité, dès le moment où tu changes de ton flux sanguin, par exemple du bas du corps au haut du corps, ton cerveau, ton système nerveux simplement, il intervient via la vasoconstriction, parce que tu vas avoir une vasoconstriction qui se fait sur les membres non impliqués. Donc, quand tu fais du vélo, tu as une vasoconstriction au niveau du haut du corps, des membres supérieurs, et vice-versa. Et donc, ce changement de flux, il n'est pas nécessairement en ligne avec les adaptations que tu recherches. Donc, c'est ce qui me ferait dire que c'est certainement mieux de le faire sur une seule modalité à la fois. Mais encore une fois, Clément, si la décision, c'est un gros flemmard, on le sait. On le sait si la décision est entre faire ces il a pas trop modalités, il a pas trop de mental, je crois. ça doit être ça. Ça doit être ça. C'est ça qui le bloquait avant pour ces 300. Bah, je crois que c'est ça. Donc, bon, moi, je vais pas trop le De toute charrier. façon, entre 297,5 et 300, c'est qu'une histoire de mental. Ça, c'est sûr. Ok, peut-être que l'argument, c'est que Clément, si tu fais ta zone 2 uniquement sur vélo, tu auras plus de mental pour ta barre à 305 la prochaine fois. Ouais, je sais pas. Voilà. C'est quelque chose que je me posais. Mais merci des éclaircissements. Ouais, il n'y a pas de souci. Voilà, Sean, on arrive au bout de ce podcast. On arrive au bout de ce podcast. Merci pour tes réponses. Merci pour tes questions. Qui m'ont fortement, encore une fois, intéressé. C'était top, c'était un plaisir. Et de toute façon, c'est le secret d'un mon podcast, c'est de poser des questions qui nous intéressent. C'est ça, voilà. ouais, c'est absolument donc, ça. il y a plein de trucs auxquels je vais réfléchir à froid. Ouais. Et puis, j'ai hâte de voir de toute façon la suite de tes projets. Ouais, merci. J'ai hâte de voir tout ça. Je suis toujours de près, donc
On va voir. Déjà, peut-être le vélo à bras, la salle avec string. Le vélo à bras, ça va se faire, ça c'est La sûr. reprise du rameur, donc début 2024, on a bien compris. C'est ça. Voilà, Au plus ça, tard. j'ai pas oublié. Au plus tard. Et donc, voilà, on va continuer à suivre tout ça et au plaisir. Merci Rudy. Merci à tous ceux et celles qui nous ont rejoints pour soit cet audio, soit ce petit podcast vidéo. Et puis, je vous dis, n'oubliez pas de laisser un petit like ou un petit commentaire si vous êtes sur YouTube. Si vous n'êtes pas sur YouTube à l'heure actuelle, sur Spotify, sur Apple Podcast, allez sur YouTube. Allez vous inscrire sur la chaîne, vous abonner. Cliquez sur le petit like et sur la petite cloche, hein, c'est ça qu'il faut dire. Cliquez Oui, sur la je cloche crois. pour les notifications. Et puis, au plaisir et à bientôt pour le prochain podcast. Allez, ciao tout le monde.